À tout lire s'invite chez vous et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un chercheur, professeur, Éric Comte. C'est un plaisir parce que on va avoir beaucoup de choses à se raconter et ça va être intéressant, croyez-moi, avec ce livre Une histoire de Tahiti. Alors, quand on écrit un tel bouquin, combien de pages, Éric? Ah, 355 exactement, mais je ne l'ai pas écrit tout seul, rassurez-vous. Voilà, j'ai cru comprendre que vous étiez une équipe de 9 personnes, c'est Oui, ça? voilà, nous sommes 9. Un petit mot sur l'équipe juste avant de démarrer? Ce sont des collègues de l'université, des gens qui font des cours qui faisaient ou qui font des cours à l'université, et également, hélas, un de nos collègues, Michel Extrait, qui aujourd'hui est décédé, qui a fait trois chapitres. D'accord, donc c'est un livre hommage aussi Oui, de bien sûr, quelqu'un qui a collaboré, donc un absolument. collectif qui a Oui, travaillé oui. sur ce livre. Alors, quand on écrit un tel livre, on le fait pour qui? Alors, on le fait d'abord pour les habitants de Polynésie, quels qu'ils soient, parce que le constat est fait quand même que les gens connaissent mal leur histoire lointaine, connaissent mal aussi la période un peu, qu'on va dire, coloniale, 19e siècle, d'autres diraient autre chose, et puis également même la période contemporaine, ceux qui n'ont pas vécu ces années, bien sûr, souvent l'ignorent un peu, même si c'est maintenant enseigné davantage dans le secondaire ou quoi. Mais voilà, c'est d'abord pour les gens de Tahiti, les Tahitiens d'origine, les Tahitiens d'adoption, etc. Et bien sûr, et puis aussi pour tous ceux qui viennent et qui ont envie de mieux connaître Tahiti. Et finalement, c'est une façon rapide, je dirais, d'avoir un éventail assez complet de ce qui s'est passé depuis donc l'origine jusqu'à 2004 exactement. Oui, parce qu'il faut peut-être expliquer qu'on est de nos origines, enfin des origines de Tahiti à nos jours, donc c'est un peu toute l'histoire humaine, l'histoire politique. C'est voilà, on est sur un vrai livre, en tout cas de chercheurs, de recherche, qui complète certains livres, parce que certains livres avaient déjà été écrits sur le sujet. Oui, bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir écrit, mais disons que la seule entreprise qui couvre toute la période, c'est l'Encyclopédie de la Polynésie. Bon, c'est une œuvre tout à fait enfin, incomparable par rapport à celle-là, mais qui d'une part est un peu datée dans certains domaines, et puis qui coûte cher aussi. Hein, donc, si elle est encore en vente, elle coûte quand même plusieurs dizaines de mille francs. Donc, tout le monde ne peut pas s'acheter ça, même si ce serait souhaitable. Et donc là, on a essayé de faire quelque chose de plus modeste et qui permette à quelqu'un, en quelques heures finalement, ou quand il a un peu de temps, de se renseigner sur toute l'histoire de Tahiti. Depuis alors, les origines, ce n'est pas l'origine géologique de Tahiti, c'est l'arrivée des Polynésiens à Tahiti. Alors, un petit mot là-dessus, peut-être rassurer le lecteur, on est d'accord que c'est un langage que vous avez démocratisé, c'est-à-dire on n'est pas dans un langage trop scientifique, ce qui permet peut-être à des étudiants et puis même à quelqu'un qui voudrait rentrer dans cette histoire-là, en tout cas de pouvoir la comprendre, de la cerner assez rapidement. Ah oui, bien sûr. On n'a pas voulu faire un livre de chercheurs, c'est pas du tout le but. Hein. Nous, les chercheurs, ça écrit des livres de chercheurs et ça écrit surtout des articles scientifiques dans des revues scientifiques. Là, le projet était tout à fait différent. C'était de faire un livre pour le grand public que tout le monde peut lire, quels que soient voilà, ses intérêts, ou que ce soit des étudiants, que ce soit des... Voilà, monsieur, madame peut lire sans problème cet ouvrage. C'est fait pour eux. Quand on remonte aux origines, Eric, finalement, il y a eu plusieurs versions. On a entendu plusieurs thèses, une migration d'Amérique latine, une migration d'Asie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, puisque les recherches continuent d'ailleurs? Et puis, on arrive à quelle déduction aujourd'hui pour avoir un petit peu le fin mot de cette histoire? Ah oui, enfin, bon, les choses sont claires depuis un certain temps. Et derrière, il y a même une thèse qui disait que les Polynésiens venaient de Polynésie. En quelque sorte, qu'il y avait un continent qui a disparu, continent mu, qui s'est affaissé dans l'eau et que les îles ne seraient que les montagnes qui sont restées hors de l'eau. Donc, mis à part cette thèse, bon, voilà, bien sûr que Torreardal, dans les années 40, a essayé de montrer que les Polynésiens venaient d'Amérique, parce qu'il disait que la patate douce venant d'Amérique, J'ai etc. entendu ça. Oui, oui, voilà. Mais enfin, depuis je sais pas, depuis toujours, finalement, l'autre thèse qui dit que les Polynésiens viennent du continent asiatique, alors pas d'un coup, hein, bien entendu, est la seule recevable. Plein
de preuves, hein, que l'ADN, les plantes, les animaux, l'archéologie, tout prouve ça. Mais la chose que l'on sait également, c'est que les Polynésiens sont allés en Amérique. Donc ce n'est pas les Indiens d'Amérique qui sont venus en Polynésie, ce sont les Polynésiens qui sont allés en Amérique et qui ont rapporté notamment la patate douce. Parce que c'est un peuple de navigateurs, de découvreurs aussi, donc il y avait du voyage, il y avait des expéditions. Oui, oui, ils avaient des capacités à la fois en termes de bateaux, hein, bon, équivalentes facilement à celles que possédait le capitaine Cook ou encore mieux les Espagnols du XVIe siècle. Ils avaient des navires pratiquement de très bonne qualité et ils avaient aussi des techniques de navigation très performantes qu'on a redécouvertes petit à petit et qui étaient elles aussi tout à fait différentes, dans un système complètement différent de celui des Européens, mais également très, très performants. Donc ils avaient les moyens, ils ont eu les moyens de peupler le Pacifique et également d'aller en Amérique et de rapporter notamment la patate douce. Alors, les origines jusqu'à nos jours, c'est aussi cette période finalement, on va dire, quelle adaptation pour ce peuple polynésien, puisqu'on est passé de l'âge de pierre au nucléaire. Un petit mot là-dessus, parce que je veux dire, il y a peu de sociétés qui ont fait un bond comme ça dans le temps, avec finalement une obligation de s'adapter. Oui, alors bon, peut-être que le côté âge de pierre est un peu dépréciatif, hein, parce que ça voudrait dire que les gens qui sont qui taillent et qui utilisent la pierre sont des primitifs, ce qui n'était pas du tout, de tout le cas, hein. Les Polynésiens avaient une civilisation, voilà. Des connaissances, Voilà, bien voilà. sûr, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, mais c'est sûr qu'ils ont été confrontés déjà à l'altérité, à l'arrivée de gens qui étaient tout à fait différents, qui avaient des animaux même différents avec eux, qui avaient des langages différents et qui ont apporté beaucoup de choses très différentes. Donc bien entendu, ils ont eu une accélération de l'histoire extrêmement poussée. Et ils ont dû assimiler et absorber en quelques siècles des choses que les cultures occidentales ont mis des millénaires à inventer ou à assimiler. Donc voilà, il y a eu cette accélération. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'après les années 60, il y a encore une grosse accélération, on pourrait discuter de ça, mais il est évident qu'en 250 ans, il y a eu un passage, alors je ne dirais pas moi l'âge de pierre, mais en tout cas à des formes de vie peu complexes et à le monde où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens maîtrisent Internet, maîtrisent tout ça depuis bien longtemps et avec beaucoup de facilité d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant. Et avec le choix avec tes collègues de faire un tel livre, est-ce qu'il n'y a pas une volonté ou une notion aussi de livre référence un petit peu dans le temps? Parce que du coup, c'est en train d'acter finalement toute cette période très très longue et qui est un condensé, donc très intéressant pour les universitaires, pour toutes les personnes en tout cas sensibles à la découverte un petit peu et à la recherche. Oui, bon, alors après, chacun d'entre nous publions des articles ou des ouvrages très spécialisés dans nos disciplines. Maintenant, il est certain que étant le premier en quelque sorte de ce format-là, il va faire référence, d'ailleurs il s'est vendu très bien et j'en suis très content. Maintenant, il est certain aussi qu'il va falloir dans le temps faire des réajustements. Et là d'ailleurs nous avons fait une nouvelle impression, on a changé des petits détails, en tout cas des erreurs ou des choses des choses, il y a toujours des malfaçons en quelque sorte dans ces choses-là. Donc on a déjà amélioré certaines choses et chaque fois on va faire plusieurs éditions bien entendu pour réadapter les connaissances. Il y a de nouvelles choses, en archéologie il y a toujours de nouvelles choses. Probablement que si on devait écrire la même chose dans 5 ans, on écrirait un petit peu différemment certaines choses, bien sûr. Alors en coulisses, on parlait de cette capacité des Polynésiens à véritablement, il n'y avait pas de hasard à rester dans ce fil de la religion, du métois, même si tout a changé dans leur histoire, puisque la civilisation et l'apport des Occidentaux a forcément fait évoluer les choses, mais tu reconnaissais certaines similitudes quand même et une continuité culturelle.
Oui, bien sûr, le grand attachement, par exemple, des Polynésiens à la religion, quelle qu'elle soit, c'est un fait que l'on suit dans le temps, depuis les premières époques jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, hein. Voilà, des choses comme ça on peut mettre en perspective, on peut souvent mieux comprendre des observations que l'on a d'aujourd'hui, qui sont parfois un peu documentées. J'espère en tout cas que cette mise en perspective permet de mieux comprendre certains phénomènes, y compris pour les gens qui vivent eux-mêmes, bien entendu, pas seulement pour des observateurs extérieurs. Le but n'est pas de donner des clés pour des observateurs extérieurs, c'est aussi que les Polynésiens eux-mêmes se comprennent mieux peut-être à travers leur histoire mieux connue. Voilà. Comment on dirige un travail comme ça? Parce qu'on reçoit des auteurs qui sont souvent la plupart du temps seuls ou des fois en binôme. Comment on dirige une équipe de 9 auteurs, 9 écrivains, 9 chercheurs? Comment on fait pour diriger un tel projet? Oh, ce sont quand même tous des gens qui ont l'habitude d'écrire, hein. Alors bon, il y en a certains qui sont peut-être plus disciplinés que d'autres, mais ce sont tous des collègues, tous des gens qui ont eu on a tous eu le même projet, à savoir de mettre les connaissances que l'on avait, qui sont ce qu'elles sont, j'espère qu'elles sont les plus poussées possibles, à portée de tout le monde. Et donc, à partir de là, chacun a essayé, et j'ai évidemment distribué les rôles selon les compétences des uns et Chef des autres, hein. d'orchestre? Oui, c'est un peu ça. Et ensuite, on a fait aussi quelque chose qui se fait peu. Chacun a pu lire les textes écrits par les autres, ce qui a permis un peu d'autocritique, pas beaucoup, peut-être pas assez, je ne sais pas, mais en tout cas essayer d'harmoniser un petit peu les styles et tout ça pour pas que ça fasse une succession d'articles comme on le voit par exemple dans des ouvrages de colloques, par exemple, où chacun écrit son article, et puis voilà, c'est indépendant et étanche par rapport au reste. Donc il y a une continuité entre les différents chapitres, et les collègues, normalement, s'ils ont voulu, ont pu lire ce qu'avaient écrit les autres, et donc s'en inspirer, ou en tout cas se mettre dans la continuité. Un tel projet, ça prend combien de temps? Alors ça a pris trop de temps. Parce qu'en fait, j'ai été très pris pendant 6 ans en étant président de l'université. Donc, c'est un petit peu moi qui ai retardé le projet, hein. Je crois qu'en tout, on a dû mettre 8 ans, ce qui est énorme, hein. Mais ça a été réécrit plusieurs fois. Disons que j'avais lancé l'idée il y a peut-être 8 ans. Et puis ensuite, eh ben, il a fallu d'une part, que j'aménage mon temps pour pouvoir écrire de temps en temps. Les collègues avaient écrit assez vite, hein. C'est moi qui ai tout retardé. Et comme j'avais pas vraiment le temps de terminer, parce que finalement, on pense que c'est facile. Très franchement, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, bon, c'est tous des pros, je vais distribuer les cartes, tout le monde va me rendre sa copie, et après, youpi, c'est bon, c'est un livre. Ben, c'est pas comme ça du tout, parce que justement, il y a beaucoup d'ajustements, parce qu'il y a les illustrations, voilà, il y a beaucoup de travail, et je n'avais jamais le temps pour faire le boulot, si bien que c'est mon chapitre qui a été tout le temps refait, puisque les collègues, pendant ce temps, travaillaient, trouvaient des choses, des archéologues, et m'ont obligé à recommencer je ne sais combien de fois mon chapitre, le premier chapitre en fait. Les autres, finalement, ont été beaucoup plus raisonnables que moi, ont travaillé vite et ont été dans les temps. C'est moi qui ai retardé. Après, j'ai fait quand même tout un gros travail d'édition, c'est-à-dire de relire les textes des autres, de critiquer, de parfois suggérer des coupures quand les collègues écrivaient un peu trop, d'essayer de me mettre dans la peau du Candide, en quelque sorte, pour dire moi je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, je ne suis peut-être pas plus bête que la moyenne, ça veut dire que les lecteurs ne vont pas comprendre non plus. Et il faut se mettre à la place de tout le monde. Donc, voilà. Eh ben, c'est le petit moment justement où on va t'écouter nous raconter un petit passage de ce livre. Je pense que tes 9 collègues seront devant leur écran pour te voir justement nous lire ce petit extrait. On te laisse. Oui, alors en fait, ça va être très 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 court, et c'est la conclusion. Mais la conclusion, le bout de la conclusion, hein, c'est le dernier paragraphe. J'ai choisi quelque chose de court parce que j'aime pas spécialement l'exercice. Donc tant qu'à faire, j'ai essayé. Voilà, la conclusion n'est pas très très longue, mais je voulais la faire encore plus courte, hein. Voilà, comme ça, ce sera la substantifique moelle en quelque sorte. Avec l'apparition sur l'horizon du dolphin de Wallis et de ses étranges passagers, les Tahitiens ont été confrontés à une altérité radicale, et depuis, ils ont vécu l'expérience de la diversité des hommes et des cultures,
sur fond d'un profond métissage. Dans le même temps, la société tahitienne dut assimiler à un rythme effréné de nouvelles façons de penser, de croire, de parler, de nouvelles techniques, etc. Confrontés depuis 250 ans à leur niveau, à une sorte de mondialisation, les Tahitiens ont fait montre d'une remarquable ouverture aux autres, d'une curiosité aiguë à l'innovation et de singulières capacités d'adaptation au changement. Des qualités primordiales pour affronter le monde d'aujourd'hui et de demain. Sans doute l'ignorent-ils, mais ils sont peut-être finalement mieux préparés que leurs concitoyens métropolitains pour faire face aux défis du XXIe siècle. Éric Comte, merci pour ce travail d'histoire et de mémoire. Merci aussi à tes collaborateurs que tu salueras pour Oui, nous. bien sûr. On se retrouve très très vite dans une prochaine émission d'À tout lire. Et vous l'avez vu, c'est vraiment un plaisir que de recevoir des gens passionnés dans cette émission. Donc à vos livres et on se retrouve très vite sur TNTV.